Eh ben, bonjour tout le monde, très content déjà d'être de retour parce que ça fait un petit moment que j'ai pas speaké ici. Je m'étais exilé côté Node.js, côté sombre du JavaScript. Moi c'est Vincent. Ce soir on va parler du Chrome DevTool. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il en existe d'autres évidemment, des outils, typiquement celui qu'il y a dans Mozilla, mais tout simplement parce que c'est celui que je connais le mieux. Et à mon avis, enfin à certaines époques le plus avancé, ce qui est peut-être moins le cas maintenant. Donc moi, pour faire très vite, c'est Vincent. Donc je suis un grand fan de Node.js et de tout ce qui tourne autour des performances. Donc ce soir, ça va être un peu performance et pas trop Node.js. On pourra en parler peut-être plus à la fin dans les questions. Faites-y-moi penser si j'ai zappé d'en parler. Mais on va pas trop parler de ça donc ce soir. Donc je vais faire pas mal d'allers-retours pour vous montrer exactement dans Chrome DevTool tout ce dont je vais parler. Donc je vais un peu faire le switch, c'est peut-être pas évident avec le micro, mais on va essayer de se débrouiller. Donc dans l'intro, ce que je voulais dire, c'était que souvent cet outil-là, on l'utilise pour trois onglets, puisque pour ceux qui l'ont, enfin j'espère que vous l'avez déjà tous utilisé, mais en gros il y a plusieurs onglets et on utilise surtout le DOM Inspector. Donc ici pour aller voir le HTML, le CSS et tout le tralala. On va utiliser de temps en temps le source panel pour aller visiter ces fichiers, éventuellement utiliser le debugger, même si je pense que vous utilisez tous ce que j'appelle le debugger universel, hein, c'est-à-dire console.log, comme tout bon développeur, je pense, et pas le vrai debugger. Mais quand même, le source panel, on l'utilise un peu. Et le network panel. Le network panel qui permet de voir un petit peu tous les fichiers qui sont chargés, dans quel ordre, etc. Donc en général, on va y faire un tour. Et pour ceux qui commencent à être un peu avancés, on commence à être dans la console et à taper des trucs des fois dans la console. Ça arrive. Mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est que ça s'arrête à ça, ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, cet outil-là, il est super puissant. Je vais vous faire juste un petit exemple avec la console. La console, qu'on utilise principalement pour faire nos consoles.log comme des demeurés, pour débugger, mais qui en fait a beaucoup de raccourcis et de petites fonctions qu'on peut utiliser. Donc c'est là où je voulais commencer ma démo. Je ne sais pas si pour cette partie-là, je vais le faire, parce que c'est pas le plus intéressant. Donc par exemple, dans les slides que j'avais mis, c'est le $0. Donc quand vous êtes dans votre console, vous n'êtes pas que là pour lire ce que votre console va vous mettre, vous pouvez aussi taper dedans. Et par exemple, si vous tapez $0, ça va vous sortir le dernier élément que vous avez sélectionné dans votre DOM. Donc par exemple, si je remonte jusqu'au DOM, là, ici, là j'avais, a priori c'était le body qui était sélectionné. Donc si vous allez dans votre console que vous tapez $0 à ce moment-là, il va vous ressortir le body sous forme d'objet, comme si vous l'aviez sélectionné en JavaScript. Et il y a plein de petits raccourcis comme ça. Donc $0 en fait c'est comme un historique. En fait vous pouvez faire $1, $2 jusqu'à $4 je crois de mémoire. Et ça va vous sortir tous les derniers éléments que vous avez sélectionnés, ce qui vous évite en fait tout simplement de les retaper à chaque fois, surtout si vous avez tapé des documents.getByClassName, blablabla, ce qui peut être très long. Donc le $0, là il y avait une petite démo en mode GIF, mais bon, je vous ai expliqué le principe et c'est pas le plus important. Vous pouvez juste remonter dans l'historique de tout ce que vous avez sélectionné directement dans le DOM Inspector. Après, il y a le $_. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que c'est la dernière valeur qui a été évaluée. Donc j'ai bien évalué, c'est-à-dire que ça peut être comme le $0, ce que vous avez sélectionné par exemple dans le DOM Inspector, mais ça peut être aussi une simple addition, un calcul, n'importe quoi. En fait, la dernière chose que lui, il a calculé, qu'il a évalué, vous faites $_, il va vous le ressortir. Ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de le réutiliser dans des opérations évidemment plus complexes que celles qu'il y a là. J'espère que vous ne faites pas comme moi et que vous ne faites pas vos additions ou vos soustractions dans la console, sinon c'est vraiment que vous en êtes arrivé à un niveau de développeur très très bas quand même. Il y a des trucs plus intéressants et qui sont un peu moins connus, notamment les fonctions. En fait, vous pouvez appeler des fonctions directement qui sont proposées par le Chrome DevTool, notamment le monitor event et le monitor tout court. En gros, c'est très simple. Le monitor event, vous allez tout simplement en premier argument lui passer un objet du DOM, donc par exemple document.body. Voilà, vous dites moi je vais inspecter le body, et après virgule, et vous allez lui dire l'événement exact que vous voulez inspecter, par exemple les clics. Et en fait, à chaque fois que vous allez cliquer, eh bien, il va vous loguer dans la console l'objet event, comme si vous l'aviez fait avec un listener dans votre code. Ce qui vous évite en fait tout simplement de pourrir votre code et de dire bah, moi je suis pas très sûr si mon event il a été catché, donc je vais mettre des listeners, un pour le body, un pour le click, un pour le hover et compagnie. Donc monitor event, vraiment sympa, qui vous permet en fait simplement d'éviter trop de console log en fait, tout simplement. Et monitor tout court, en fait ça c'est pour les fonctions, que ce soit les fonctions accessibles globalement, par exemple window.setInterval, ou vos fonctions à vous. Donc en fait vous mettez juste là votre fonction dans les parenthèses,
et lui, il va la monitorer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer dedans, il va vous loguer, donc déjà, il va vous loguer une entrée pour vous dire vous êtes rentré dans telle fonction, et il va vous loguer les arguments. Donc vous, ça vous permet, parce qu'on est tous pareils, hein, quand on a voulu débugger une fonction, qu'est-ce qu'on met? On met un console.log au début, puis on met tous les arguments pour voir ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc en fait, ça vous permet de faire l'équivalent des consoles.log, mais sans pourrir votre code. En 3, je voulais parler du network panel. Un network panel qu'on a vu tout à l'heure, c'était en gros ça. C'est l'onglet qui s'appelle juste network, hein, et qui vous présente une timeline. Là, c'est pas très net, mais c'est pas très grave, j'ai expliqué. Donc la timeline des éléments tout simplement chargés. Il y a une petite fonction qui est cachée ici. Alors, dans les anciennes versions, c'était la caméra qu'il y avait là, le petit icône. Dans les nouvelles versions, je me suis rendu compte que si je vous montre directement, attendez, je vais zoomer, sinon ça va pas être perdu. Si je ne mets pas là, ça marche pas. Peut-être un peu moins quand même. Donc maintenant, il a coupé. Il a coupé. C'était l'autre? Non. Non, c'était celui-là. Je l'ai juste posé, il est capricieux. Allô? Bon, je vais le faire comme ça. Vous m'entendez? Ouais, ok, parfait. Maintenant, dans les nouvelles versions, si vous allez dans le network, il n'y a plus la caméra. Damned, où est-ce qu'elle est? En fait, ils ont un peu changé, ils ont mis une espèce d'option là, tout à droite. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais remonter ça. Donc, qui est là. Merci. Tout à droite, là, il y a une espèce de petit trou cranté maintenant. Et en fait, ici, vous pouvez faire le capture screenshot. Le capture screenshot qui va vous permettre en fait d'avoir la même timeline en bas, sauf que si vous reloadez votre page, il va en fait tout simplement vous prendre des captures d'écran de votre interface à certains moments clés, ce qui va vous permettre, surtout si vous travaillez beaucoup avec des UX designers, de voir en fait comment votre rendu est fait progressivement. Ce qui est intéressant quand on commence à optimiser les perfs, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir pour l'utilisateur une interface qui veuille dire quelque chose le plus tôt possible. Donc là, c'est intéressant de savoir est-ce que mon interface s'affiche quand même progressivement, bien, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur va avoir cette sensation de fluidité et de quelque chose qui avance vite, ou est-ce que au bout de 2 secondes, j'ai toujours en gros un écran noir ou un écran blanc. Donc le petit screenshot, en vrai pas mal, notamment si vous travaillez beaucoup sur les effets que peuvent avoir votre interface sur l'utilisateur. Donc en gros, c'est ce que j'ai expliqué là et là. Ensuite, j'ai parlé du coverage. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, à chaque fois que j'en parle, il y a très peu de gens qui connaissent ça. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment super utile. Le coverage, ça va vous permettre de faire l'équivalent d'un test coverage, c'est-à-dire de highlight votre code pour savoir où vous êtes passé. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir donc, faire des trucs dans votre interface, et ça va vous dire quel fichier a été utilisé à quel niveau de pourcentage. Ce qui va vous permettre en fait tout simplement de détecter tous les fichiers ou JS ou CSS que vous loadez mais que vous utilisez peut-être pas, ou très peu, à des pourcentages très bas. Alors comment on fait ça? Je vais vous montrer, il va falloir que je pose le micro. Mais quand vous n'avez donc pas un outil qui est disponible dans les onglets ou autres, vous faites un CTRL-SHIFT-P et vous allez pouvoir chercher par nom de feature dans Chrome DevTools. Donc là, moi je vais chercher coverage. Il va me dire OK, c'est là. Et là, il va me dire il faut record. Alors on va record. On va reload. Oups. Et une fois que c'est reload, on voit tous les fichiers. Alors évidemment, c'est du vu, donc il y en a pas mal, parce qu'en plus ça utilise Webpack et compagnie. Et vous voyez que pour chaque fichier qui est chargé, il vous dit le pourcentage de unused bytes, c'est-à-dire en gros la taille en moyenne que vous chargez mais que vous n'utilisez pas pour chaque fichier. Et évidemment, si vous cliquez sur un fichier, alors là ce sera les mauvais exemples parce qu'à mon avis ils sont concaténés, etc. Mais pour chaque fichier, alors là ça va être un peu petit pour vous, j'ai essayé de vous l'agrandir, mais il vous fait le highlight à côté là, vous voyez, avec une bande de ligne par ligne, ce qui est utilisé et ce qui ne l'est pas. Donc tout ce qui est rouge, c'est ce qui n'est pas utilisé, comme ici, et tout ce qui est bleu, c'est ce qui est utilisé. Donc ça, c'est très, très, très pratique pour déterminer en fait si vous ne chargez pas en fait la moitié du monde et que vous utilisez peut-être que 5% de tout ce que vous avez chargé, ce qui est d'un point de vue performance assez inutile. Donc vraiment le coverage, oups, c'était pas le bon, utilisez-le. En plus clair, ça donne ça, peut-être un petit peu plus clair. Voilà, donc ça c'est juste l'ancienne version, c'est pour ça qu'ils sont sur rouge et vert, et maintenant c'est rouge et bleu, ne me demandez pas pourquoi. Mais ça vous permet en fait tout simplement de savoir ce qui est utilisé ou pas. Donc moi que je trouve très pratique. Un outil que je pense
beaucoup doivent connaître, enfin j'espère, Lighthouse. Lighthouse qui est maintenant en fait intégré directement dans Chrome dans l'onglet Audit. En gros, ça c'est quoi? J'ai coupé le... Hop, c'est un peu plus pratique. C'était à départ un tools indépendant qu'ils ont intégré tellement il a été puissant et qui regroupe un petit peu tout ce que faisaient les YSlow, les PageSpeed et compagnie, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout simplement auditer votre site et il va vous dire d'un point de vue, donc là vous avez les catégories, performance, progressive web app, best practices, etc. Il va vous dire en gros à peu près où vous en êtes. Et il y aura même le détail, c'est-à-dire quand c'est pas bien, enfin quand lui il estime que c'est pas bien, il va vous donner des petits conseils. Donc c'est tout simple, hein, vous faites juste un run audit. En fonction de votre site, c'est plus ou moins long. Pour ça que moi j'ai pris un petit truc en mode POC parce que ça va relativement vite. Euh, il est possible que dans certains cas, à cause des extensions, à cause des fichiers que vous loadez, vous ayez des petites erreurs. C'est arrivé, mais c'est de plus en plus rare. Et il va tout simplement vous donner alors un aperçu très rapide. Et après, si vous déroulez, des aperçus de plus en plus détaillés, notamment avec la même timeline qu'on a vu là tout à l'heure, sur laquelle évidemment vous pouvez cliquer, vous pouvez avoir le détail. Et quand ça ne va pas, comme par exemple ici, il va vous dire exactement pourquoi, quels sont les fichiers que lui il estime trop lourds, qui impactent trop la performance, etc. Donc Lighthouse, c'est un truc, enfin vraiment utilisez-le parce que il y a des trucs que vous pouvez gagner très rapidement juste en inspectant ce qui vous le dit et sans trop vous prendre la tête. Il y a des trucs un petit peu plus complexes après, mais clairement il vous fait un audit complet. Ça va quand même très vite, même si vous avez une grosse app, et ça va vraiment vous permettre de détecter tous les endroits où vous avez peut-être un petit peu merdé, vous êtes allé un petit peu trop loin en mode j'ai chargé trop de choses et donc pas pratique pour l'utilisateur. Donc ça, c'était mon petit slide sur Lighthouse. Et après, il y a le debugger. Alors le debugger, donc évidemment pas le console.log, hein, le vrai, celui qu'il y a dans le source panel par exemple, donc où il y a toutes les options de watch, etc. Alors je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ce que c'est que le debugger et comment il fonctionne, mais il y a un truc assez nouveau qu'ils ont rajouté il n'y a pas très très longtemps. Moi par exemple sur la dernière version de mon Google Chrome, je ne l'avais pas, j'étais obligé de le mettre à jour pour pouvoir l'avoir. Ils ont rajouté une nouvelle feature qu'ils appellent le log point, qui n'est pas tout à fait un breakpoint, qui est un petit peu différent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un fichier qui doit s'appeler perdu. Il faut que je reload. Hop. Donc je vais essayer de trouver un fichier qui s'appelle, je crois, hop là, je me suis gouré, qui doit s'appeler main.js. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Là-dedans, alors oui, comme nos hôtes de ce soir font du React, j'ai décidé de faire du Vue, ce qui est normal. Question de contradiction. Vous voyez que j'ai un filter. Un filter qui fait un truc tout bête, c'est le pluralize, c'est-à-dire c'est juste, vous lui donnez un mot, un nombre d'instances, et s'il y en a plusieurs, il rajoute un S à la fin. Le genre de truc chiant qu'on a tous besoin de faire et qui est prévu évidemment par aucune librairie front. J'ai toujours pas compris pourquoi. Donc si moi je veux m'arrêter dedans, habituellement, je mettais un breakpoint. Donc là, je mettais le breakpoint. Et si j'allais dans une de mes pages où il y avait ce fameux filter d'appelé, j'arrêtais tout mon process. Maintenant, imaginons que je veux faire un truc un peu comme on faisait avec le monitor, c'est-à-dire je ne veux pas m'arrêter comme là à chaque fois qu'il passe dedans. Je veux simplement loguer en fait. C'est-à-dire là, je voudrais loguer ce qui se passe. Bah, ils ont rajouté un log point. Donc le log point, c'est exactement finalement comme un console.log, sauf que vous n'allez pas pourrir votre code. Du coup, si vous committez après ce qui va bien, bah, vous n'allez pas vous faire pourrir par vos camarades. Et là, par exemple, vous allez dire, moi j'ai une variable qui s'appelle word. Donc je vais dire, bah, je vais loguer le word. Hop, normalement, un truc comme ça. Non, pas du tout, si tu me le changes, ça va le faire. Word, garde-le comme ça. Voilà, et donc là, théoriquement, si je reload, et que je vais dans ma console, il m'a bien dit Word, le mot que tu as essayé de mettre un S ou pas, c'était instance. C'est-à-dire c'est celui qui est là dans l'interface. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'en fait ça va vous permettre de mettre l'équivalent des consoles.log un peu partout. Ça c'est cool, on garde les consoles.log, on est content. Sauf que vous n'allez pas pourrir votre code, vous allez juste aller dans le control panel, vous allez dire bah tiens là je vais ajouter un log point, ici je vais ajouter un log point, ici je vais loguer ma variable, etc. Donc vous pourrissez pas votre code, et en fait vous faites tout comme avant. Donc ça c'est un truc tout bête, mais que je trouve assez puissant qu'ils ont rajouté, encore une fois, il n'y a pas extrêmement longtemps, je ne sais pas la version exacte. Et enfin, on va arriver sur la partie, la dernière, performance.
où là, il y aurait plein de choses à dire. Donc, comme j'ai pas assez de temps, je vais aller très, très, très vite. Grosso modo, il y a un onglet, enfin plusieurs, mais un qui s'appelle Performance, que vous connaissez peut-être déjà, j'espère, et qui va vous permettre en fait de record tout ce qui se passe. Donc là, je vais faire un reload un petit peu brutal, hein, c'est juste pour vous montrer. En fait, c'est l'équivalent, bah, c'est ce qu'ils appellent du profiling. Donc là, au bout d'un moment, il faut le stopper. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'il vous a record, en gros, à peu près tout entre le start et le stop. Donc là, moi, j'ai rien fait dans mon interface. Entre-temps, il aurait fallu que je clique sur des choses, que je load, je sais pas, des paramètres, n'importe quoi, pour que ce soit à peu près intéressant. Mais là, il vous a fait à peu près tout. C'est-à-dire que ici, alors, j'ai caché cette partie-là, mais ici, vous avez ce qui s'appelle un CPU profiling. C'est-à-dire qu'il va vous dire quelle fonction, dans quelle fonction il a passé le plus de temps. Alors, pour une explication détaillée du CPU profiling, je vous invite soit à venir me voir après, soit aller voir d'autres talks que j'avais fait ou des articles même sur la question. Parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais en gros, vous avez votre CPU profiling, c'est-à-dire vous savez exactement dans quelle fonction votre code il a passé le plus de temps pendant le temps où vous avez fait votre start, votre stop et vous avez fait 2-3 petits clics. Vous avez la mémoire, il faut cocher là-haut, mais il peut vous l'afficher aussi, ici. Ouais, ici. Vous avez la timeline, qu'on a vu déjà tout à l'heure, où il vous permet d'afficher finalement votre interface au fur et à mesure, de manière progressive, pour savoir à quel moment les éléments sont affichés. Donc vraiment, dans cette vue, vous avez absolument tout. Maintenant, si vous ne voulez pas faire pour la mémoire, on va dire, quelque chose sur le temps, mais que vous voulez plutôt faire un snapshot, il y a aussi carrément un onglet spécifique pour ça, qui concerne aussi quand même les performances, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, et dans lequel vous pouvez faire vraiment un heap snapshot, en plus de l'allocation sampling qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur l'écran d'avant. Mais le heap snapshot, c'est vraiment sympa. Ça, c'est plus pour détecter, enfin pas pour détecter, mais plutôt pour débugger les leaks mémoire pour ceux qui ont malheureusement dû le faire une fois. C'est assez un enfer et les heap snapshots ne sont pas toujours très clairs, mais ils sont quand même vachement améliorés, surtout dans cet outil-là. Donc là, vous avez juste besoin de lancer un heap snapshot, évidemment, au moment où vous estimez le plus opportun, et là, il va vous dire exactement, en poids, en taille, quel est le pourcentage partagé par les objets, les chaînes de caractères, etc. Donc clairement, ça, c'est un petit outil aussi assez sympa, mais que je pense que vous connaissez. Après, ce qui est en général un peu plus caché, il y a deux trucs. Alors, je crois qu'il y en a un qui est là, voilà. Il y a le Performance Monitor. Performance Monitor, ce qui est sympa, alors pareil, vous le cherchez, hein, vous faites un CTRL-SHIFT-P, vous tapez Monitor, il va vous le trouver tout de suite. Et ce qui est sympa, c'est que là, vous pouvez utiliser votre site. Et là, en fait, vous voyez le résultat donc, du nombre de nœuds dans le DOM, du CPU utilisé et de la mémoire vraiment en temps réel qui va s'afficher, en fait, progressivement. Ce qui évite, en fait, de faire un CPU profiling ou un sampling, de collecter la data et ensuite de l'analyser. Là, c'est vraiment si vous avez besoin, par exemple, de juste cliquer sur un bouton et de voir si c'est la catastrophe. Donc, cet outil-là est vraiment sympa. Et le dernier, que moi, personnellement, je trouve assez incroyable, surtout quand on commence à avoir plein de fichiers et qu'on ne sait pas où le temps est passé, c'est le line profiling. Alors, le line profiling, donc là, il va vous montrer qu'il a un bout de code, bon, avec des boucles évidemment absolument absurdes. Donc ça, c'est dans le source panel. Vous lancez un profiling, je vous montrerai juste après comment. Et si vous revenez en fait sur votre source panel, il va vous dire exactement combien de temps il a passé sur chaque ligne de code. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est toujours en train de se dire, ouais, ok, bon, on a trop de fichiers qui sont trop lourds, on va les enlever, mais il y a toujours un moment où, d'un point de vue algorithmique, on a peut-être fait des conneries, et c'est très compliqué de le savoir. Analyser la complexité algorithmique, c'est pas une chose facile. Et le line profiling, c'est vraiment un truc qui va vous permettre de dire, ok, je vais cliquer sur mon interface à 2-3 endroits, entre-temps, je vais avoir starté le profiling JS, et après, je vais juste pouvoir aller analyser dans mon source panel, là où il a passé le plus de temps, parce que je vais pouvoir aller inspecter mes propres fichiers et voir en fait, ligne par ligne, combien de temps j'ai mis. Donc juste pour vous montrer, mais le profiler, parce que souvent il n'est pas donc, disponible dans aucun des onglets, c'est un autre onglet à part. Donc pareil, vous faites un CTRL-SHIFT-P, hop, et vous cherchez, ça doit être celui-là, et pareil, il y a un start, il y a un stop, et entre-temps vous faites ce que vous voulez. Là, je ne peux pas tellement vous le montrer, moi, après dans mon source panel, parce qu'il y a plein de fichiers, donc ça ne va pas rendre aussi bien que ce que vous avez vu sur le petit, le petit GIF, mais en gros, voilà, il y a juste un start à faire, après vous faites ce que vous voulez, et lui, il va vous dire exactement dans chaque fichier, dans chaque ligne, le temps qu'il a passé, ce qui va vous permettre, surtout quand vous avez
peut-être des fichiers avec des algorithmes, avec des boucles imbriquées, mais que vous ne savez pas exactement combien d'éléments vous traitez à chaque fois, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Là, ça va vous permettre de dire, OK, là, moi, j'ai passé tant de temps sur cette ligne-là, dans ce fichier-là. Et voilà, je ne sais pas s'il me reste du temps, mais en tout cas, c'était à peu près tout sur les grandes lignes. Si vous avez des questions. Ouais, vas-y. Petite question rapide, vu que tu fais du Node aussi. Est-ce que c'est ton debugger par défaut pour Node? La question c'est, est-ce que du coup c'est les outils de DevTools que tu utilises pour Node.js? Et si oui, pourquoi? Sinon, quel autre outil utilises-tu? Pourquoi? Alors, merci de la question, parce qu'effectivement, j'avais oublié de rementionner Node.js. Alors, le debugger en lui-même, alors pour ceux qui ne savent pas, le debugger, le source panel, là, tout ce qu'on a vu là, en fait, vous pouvez le connecter à Node.js directement. Ça, c'est possible. Donc, en gros, vous avez juste à faire un -inspect avec Node.js, et il va apparaître immédiatement dans un onglet, je crois que pour y accéder, il faut faire ://inspect ou un truc comme ça. De mémoire, sur la dernière version, je crois que tu as une petite icône qui pop. Ah oui, ouais, c'est Après, vrai. parfois, elle pop pas tout le temps. C'est vrai, mais en gros, soit l'icône, effectivement, soit il y a une moyen d'y accéder ici. Vous faites, je crois, ://inspect, bref, et vous allez voir votre instance Node. Donc, vous pouvez effectivement débugger avec ça, ce qui est quand même assez pratique, parce que vous pouvez, pareil, poser les points d'arrêt, utiliser le log point, etc. Moi, personnellement, j'ai tendance à continuer à utiliser donc, ce fameux debugger universel. Et par contre, il y a un truc qui est très bien et dont je voulais parler, c'était ça surtout le lien que je voulais faire avec Node.js, c'est que beaucoup des éléments qu'on a vus, donc CPU profiling, memory sampling, le coverage aussi, tout ça en fait c'est grâce à V8 que c'est possible, et V8 en fait c'est partagé avec Node. Donc en fait toutes ces fonctionnalités-là, vous pouvez les déclencher dans Node, et vous pouvez même les déclencher de manière programmatique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le connecter ici à votre Chrome DevTool. Il y a des modules, dont un sur lequel j'ai travaillé, qui vous permet d'abstraire un petit peu l'API avec V8 et qui vous permet de dire bah, je starte un CPU profiling dans mon code Node à un moment, je le stoppe à un autre moment, ça va vous générer un fichier JSON, et ce fichier JSON, vous avez juste à aller là, dans Performance, et là vous faites un load profile. Parce qu'en fait les profiles qui vous génèrent là, vous pouvez les sauvegarder pour les réexporter dans un autre Chrome DevTool, par exemple vous l'envoyez à un de vos collègues, et vous pouvez faire pareil entre Node et le Chrome DevTool. Donc vous pouvez sauvegarder un fichier JSON dans Node, un CPU profiling par exemple, et là vous le chargez. Et il va vous l'afficher ici, de la même manière. Donc moi j'utilise, on va dire, une partie du Chrome DevTool, puisque je l'utilise plus pour visualiser en fait ce que je génère avec Node. Mais du coup, il y a plein de fonctionnalités dont j'ai parlé qui sont possibles avec Node aussi directement. Ok, très bien. Bah, une autre question? J'étais assez intéressé par du coup le temps passé par ligne, mais vu qu'aujourd'hui on fait plutôt du async, on a des choses qui vont prendre du temps sur plusieurs lignes, est-ce qu'il y a un moyen de savoir, selon toi, c'est quoi la meilleure façon de savoir sur une fonction async, sur un wait, combien de temps va passer? Est-ce que tu regardes la ligne, est-ce que le temps passé sur la wait va être le temps de la ligne ou est-ce que. Ah, le temps passé en asynchrone? Ouais, Non, là c'est vraiment le profiler JS. Donc lui, il s'occupe juste de se dire combien de temps moi j'ai mis à exécuter ces lignes-là. Donc effectivement, quand ça part ailleurs, c'est entre guillemets pas son problème. Du coup, là en général, tu débugs avec plus le network panel, puisque souvent quand tu as une fonction A5, c'est que tu appelles Enfin, je sais pas toi, mais. Du coup, il n'y a pas accès au network panel quand tu as un node. Non, mais je veux dire que là, par exemple, dans ton interface, tu dois appeler un service REST, par exemple, ou en HTTP, et donc tu le verras forcément dans ton network ici, combien de temps lui il a pris. Par contre, effectivement, il n'y a pas le ligne par ligne avec la partie asynchrone réellement, quoi. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Eh bien, merci.